La Maison France, elle a vu se transformer tous ses étages, mais y compris ce qui n'était jamais arrivé, ses propres fondations. Et donc la société française commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Qu'il y a un sujet lié à l'immigration. Et Le Pen, qui était inaudible pendant 10 ans, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre. Fenêtre de tir, oui. Qui s'ouvre, et puis ensuite, le problème nous a jamais quittés depuis. Et les autorités françaises ont indiqué qu'elles avaient saisi 2 tonnes de cocaïne dans le port du Havre. Et donc le port du Havre, aujourd'hui, est la réplique en modèle un peu réduit de ce qui se passe à Amsterdam, ou à Anvers, où la coke arrive par container. Donc on rappelle au public que normalement la coke se consomme au gramme, et donc là on est en tonnes. Donc si ça rentre gramme coûte déjà très cher. Voilà. Alors, comme ça rentre en tonnes, c'est moins cher, maintenant d'où la démocratisation. Mais si on fait rentrer par tonnes, par construction, ça vous dit le volume de consommateurs qu'il y a derrière. La gauche radicale française, aujourd'hui, une bonne partie de son logiciel idéologique vient des campus américains. Eh oui, c'est le wokisme, la cancel culture, le woke, les LGBT, Black Lives Matter, etc. Ah ouais, c'est fabuleux ça. Et donc vous avez... Judith Butler is my queen, voilà. etc. Alors, douce France, cher pays de mon enfance. Elle est où la douce France? Elle est où aujourd'hui? Comment peut-on la décrire? Sans tomber du tout dans le déclisme le plus glauque et non plus l'optimisme le plus béat, il y a quand même des choses à dire. On va en parler avec quelqu'un qui l'a ausculté, qui continue de l'ausculter beaucoup et de façon très lucide, Jérôme Fourquet. A tout de suite. Alors Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes politologue, vous êtes spécialisé dans l'analyse des sondages d'opinion et des dynamiques sociopolitiques, comme on dit. On vous connaît bien, vous êtes à l'IFOP depuis très longtemps, après quelques infidélités du côté du CSA, mais vous êtes retourné au bercail. Et puis vous avez publié quelques livres, dont le premier, en 2019, L'Archipel français, qui a fait beaucoup de bruit, et à juste titre, parce que vous montriez justement ce que c'est que ce qui était devenu la France après des métamorphoses continuelles. Alors la France sous nos yeux, et puis aujourd'hui, il y a quelque temps, métamorphose française au seuil, l'état de la France en infographie et en images. Alors effectivement, l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, qui est je crois, le plus ancien des organismes de sondage et d'opinion. 1938. Voilà, 1938, 2 ans après le Front populaire. Et au fond, j'ai envie de vous poser la question de je parlais de douce France. Je vais vous poser la question très brutalement. Est-ce que la France, telle qu'on l'a définie depuis des millénaires, depuis en tout cas 1500 ans au moins, allez, on revient au baptême de Clovis, comme disait un certain général, est-ce qu'elle existe encore? Alors, moi je parle de métamorphose française, c'est-à-dire qu'il y a toujours une France, mais qui s'est considérablement transformée et métamorphosée en l'espace de quelques décennies seulement. En fait, elle n'a pas bougé jusqu'à quand, on peut dire? Alors, pas bougé, elle a toujours bougé. Elle a toujours bougé. Si on prend la période assez récente, tout ça, Révolution française, c'est pas une petite affaire. Bien sûr. Révolution industrielle, 30 glorieuses, etc., etc. Donc il s'est déjà passé énormément de choses. Et le propos consiste pas à dire qu'on avait une France immuable, figée dans le marbre et qui n'aurait jamais bougé. Néanmoins, ce à quoi on assiste aujourd'hui est assez spécifique de mon point de vue. D'une part parce que, en gros, depuis 40 ou 50 ans, les métamorphoses concernent tous les secteurs d'activité ou de la vie intime, économique, sociale. Pas seulement l'activité professionnelle. Et économique, ou pas simplement ce qu'on appelait les moyens de production historiquement. Il n'y a pas que ça. Ça touche aussi, bien évidemment, les comportements électoraux. Donc, spécificité de cette époque, c'est la multiplication et la concomitance de ces transformations. Deuxième spécificité, c'est la rapidité avec laquelle les choses se sont transformées. Et la troisième spécificité de la période, c'est le fait que,
un certain nombre de fondamentaux anthropologiques, on va revenir sur ce terme, si vous voulez, dans notre discussion. Tout à fait. Eux aussi se sont mis à bouger comme jamais, alors qu'ils étaient restés totalement figés et intacts durant les précédentes périodes de transformation. Enfin, si on voulait prendre une image, Oui. la Maison France, elle a vu se transformer tous ses étages, mais y compris ce qui n'était jamais arrivé, ses propres fondations. C'est ça, y compris les fondations. Des fondations très profondes. Qui n'avaient jamais bougé pendant des siècles. Voilà, pendant des siècles. Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui a fait... On va inventorier tout cela avec vous, et c'est passionnant parce qu'on voit très bien, et vous le racontez dans vos livres, etc., que vraiment c'est une véritable métamorphose, que vous dites, c'est une mutation. Mais au fond, quand vous dites, c'est ça qui est intéressant au départ, qu'est-ce qui a fait qu'en quelques décennies, des fondations jusqu'à la toiture, ça a changé aussi rapidement, à votre avis? Il n'y a pas un facteur unique. D'abord, on a la concomitance des temps, si je puis dire, au plan économique et culturel, la globalisation. Avec la mondialisation. Voilà, avec toutes ces manifestations, donc l'immigration, la mise en concurrence de nos industries avec des productions qui viennent du monde entier, l'ouverture culturelle avec les séries télé, les films, les chansons, les musiques qui viennent du monde entier, ce qu'on mange, nos pratiques. Le fast-food et autres. Alors voilà, donc tout ça, la France, la Renaissance, il y avait déjà une influence italienne, mais pas du tout dans la même ampleur que ce que nous avons connu. Donc d'abord cette globalisation, et deuxièmement, je pense aussi que, les changements technologiques, Internet, la facilité de circulation, de déplacement. Et puis, troisièmement, c'est sans doute très important, c'est peut-être l'aboutissement d'un long processus d'autonomisation de l'individu qui a commencé dans les élites au moment de la période des Lumières. On s'est affranchi du carcan de la religion. Et puis ensuite, il y a eu la Révolution. Et on voit comment ce processus a touché progressivement toutes les classes sociales et s'est décliné, j'allais dire, dans tous les compartiments du jeu. C'est pas uniquement la croyance, la philosophie, la religion, mais c'est aussi les règles matrimoniales, la façon d'élever les enfants, la façon de leur donner quel choix on va donner, quel prénom on va leur donner, l'éthique de vie. Autonomisation à outrance, individualisation à outrance. Voilà. Et vous, qui arrive aujourd'hui jusqu'au woke, et avec ce qui se passe avec le woke, il faut le dire. Alors, ça, c'est un des avatars, mais on va en reparler, par exemple, sur cette individualisation et cette aspiration à la singularisation. Prenons l'exemple des prénoms. Oui. Alors, les prénoms, le portefeuille de prénoms qui était disponible et qui était observable en France, de la période napoléonienne jusqu'à 1945, il est resté totalement stable. En France, on recensait à peu près 2000 prénoms différents chaque année, quand on fait la liste de tous les nouveau-nés. 2000 prénoms. Garçons et filles confondus. Voilà. Garçons et filles. Alors ça disait deux choses. D'une part, même s'il y avait des disparités régionales, des identités régionales qui étaient plus ou moins fortes, il y avait un bain culturel qui était commun. Et donc tout le monde piochait dans la même banque de prénoms. Et puis la deuxième explication de cette stabilité du corpus, c'était le fait que, comme souvent en France, il faut remonter à Napoléon, Napoléon était passé par là avec son esprit très militaire, très de caserne. Il avait édicté une loi qu'on a abrogée seulement en 1993, qui était la loi Napoléon sur les prénoms, qui définissait les prénoms éligibles à l'état civil. Ah oui, d'accord. Il ne s'était pas embêté, il avait dit... Ouais. Voilà la liste. Il faut faire le code, voilà la liste. Voilà la liste. Et la liste, c'était quoi? C'était le calendrier. Et donc, on retombe sur une vieille matrice, qui est la matrice judéo-chrétienne, puisque, comme on le sait, c'est des saints et des saintes. Bien sûr. Autre élément sur ces prénoms, si vous êtes penché un peu sur l'arbre généalogique de votre famille, ou si vous vous intéressez un peu à la généalogie, vous voyez que dans les périodes pas si lointaines, d'un étage à l'autre de l'arbre, on retombe sur les mêmes prénoms. Puisque quand un nouveau-né arrivait, ce qu'il fallait, c'était l'inscrire dans une continuité, dans un lignage et dans un héritage. C'est le grand-père ou la grand-mère, etc. Chez nous, c'est des Jules, ici, c'est des Roses, ici, c'est des Marie, etc. etc. Ce processus a été cassé. Aujourd'hui, le leitmotiv, en bon français, c'est de donner et de dégoter à votre enfant
un prénom dont on soit sûr qu'il soit quasiment le seul à porter dans sa génération. Ouais. Originalité d'abord. Alors, on va le chercher très loin dans l'histoire, très loin dans la géographie. Et si ça suffit pas, comme on dit en bon français, veut customiser le prénom. On en prend un qui existe, on enlève une lettre, vous rajoutez un accent, etc. Il faut se distinguer. On passe, si vous voulez, si on est dans l'univers de la restauration, du menu à la carte. Il faut, et vous voyez bien, le sur-mesure. Et ça, c'est vrai partout d'ailleurs. Mais depuis quand ça? Alors, cette individualisation des prénoms, cette innovation galopante. Années 60, ça commence, et le phénomène s'emballe. Comme souvent, il y a une dialectique qui est intéressante entre la dynamique sociale, l'évolution de la société, et l'adaptation du cadre législatif. C'est-à-dire que les prénoms avaient commencé à se multiplier dès les années 60-70, mais on se heurtait à la vieille loi Napoléon sur les prénoms. Donc les contentieux au tribunal administratif se sont multipliés en disant « mais comment se fait-il que je ne puisse pas appeler comme je souhaite mon enfant ?» Et donc de guerre lasse, en 1993, le législateur décide de faire sauter le dernier verrou et en disant « maintenant c'est open bar, vous donnez le prénom que vous voulez à vos enfants ». Mais vous voyez que la dynamique avait commencé avant et puis elle s'emballe une fois que le cadre réglementaire s'adapte et répond à cette demande. On viole la loi napoléonienne, mais on lui fait des enfants. Exactement. Très, très différent. Voilà. Alors justement, c'est très intéressant ce phénomène d'autonomisation parce qu'on l'a vu, et vous en parlez dans vos livres, on l'a vu à tous les étages. Oui. Mais vraiment à tous les étages. Par exemple, pour prendre un exemple autre, mais on va inventorier tout ça, la pratique religieuse, qui elle était quand même la France, fille aînée de l'Église, le sacre Clovis, enfin, etc. Parlons pas de Charlemagne et autres. Qu'est-ce qui a fait alors évidemment, il y a eu la Révolution, il y a eu tout cela, la laïcité, la loi de 1905 et tout. Mais au fond, qu'est-ce qui est passé à cette bascule d'aujourd'hui? Alors, on ne va pas remonter aussi loin. Si on prend ne serait-ce que comme but témoin ou point de départ le tout début des années 60. On a retrouvé dans nos archives... Il y a 60 ans, quoi, une soixantaine d'années, oui. On a retrouvé dans nos archives de l'IFOP un sondage qui est fait à la veille de Vatican II. C'est un moment important, puisque le Concile Vatican II va changer beaucoup de choses dans l'organisation de l'Église. À l'époque, quand les enquêteurs de l'IFOP parcourent la France et qu'ils interrogent le fameux échantillon représentatif de Français, il y en a 35% d'entre eux qui nous déclarent à l'époque qu'ils vont à la messe tous les dimanches ou plus. 35%. 35%. Élément intéressant, la façon dont était libellé le premier item de réponse, c'était tous les dimanches ou plus. C'était fromage et dessert. C'était le dimanche et parfois même davantage. Et parfois même le mercredi ou le samedi. Voilà. Ou autre, et donc aujourd'hui, on se dirait déjà si les gens y allaient le dimanche, ce serait déjà beaucoup. Là, 35%. Aujourd'hui, on doit être à 3 ou 4%. Alors, dès le début des années 60, vous voyez que la société française, majoritairement, a déserté l'Église. Mais 35%, comme on dirait dans les milieux d'affaires, c'est une minorité de blocage. C'est que sans rien, on ne peut rien faire. Et puis 35%, c'est une moyenne. Ça veut dire que dans certaines régions, on est sans doute à 50. Et 35%, c'est quand même une masse considérable. À l'époque, sans doute que les catholiques pratiquants sont le premier groupe social et culturel français. Ils sont minoritaires déjà, mais ça pèse encore très lourd. Ce 35%, il faut l'encadrer. Donc c'est des dizaines de milliers de prêtres, de religieux et de religieuses, des séminaires, des écoles, des associations de jeunesse, la JAC pour les agriculteurs, la JOC pour les ouvriers, la GEC, jeunesse étudiante chrétienne, la GEC, etc. Une presse. Ça, c'est les années 60. Tout début des années 60. D'accord. Un grand sociologue qui travaille sur l'histoire du catholicisme, qui s'appelle Guillaume Cuchet, qui écrit des choses très intéressantes, nous explique même que au début des années 60, l'Église a encore le maillage suffisant, avec ses prêtres dans toutes les paroisses françaises, pour organiser son propre recensement. C'est-à-dire que pendant une année, ils avaient demandé à tous les prêtres de dénombrer dans leur paroisse le nombre de gens qu'ils... C'était leur INSEE à eux, quoi. Voilà. Et donc ils avaient justement ensuite croisé ça avec les données de l'INSEE, du recensement, pour calculer ce qu'on appelait le taux de messalisants. Les messalisants, c'est ceux qui allaient à la messe tous les dimanches. Et donc il y a des cartes magnifiques sur la pratique religieuse au début des années 60. Et Guillaume Cuchet a cette formule que je trouve très éclairante. Il l'utilise pour le cas de ce recensement parallèle qui avait été mené, mais ça vaudrait aussi pour l'école. Il dit, l'Église à l'époque
jouait à l'échelle de l'État. Oui. C'est-à-dire que c'était une puissance. C'était un État dans l'État, Voilà. au vrai sens du terme. Et absolument. donc, dans chaque département, il y avait l'école normale d'instituteurs, et pas forcément de l'autre côté de la rue, mais dans la même la ville. paroisse. Enfin, Il y avait le séminaire, le séminaire, oui, absolument. qui formait massivement des prêtres. Donc Camillo et Pépone, Exactement. de l'époque. Donc ça, c'est le début des années 60. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé plusieurs choses. Donc, l'accélération de cette autonomisation de l'individu. Et on parlait tout à l'heure, vous savez, de ma dialectique entre l'évolution sociétale et le changement de cadre législatif. Quand on organise au sein de l'Église Vatican II, c'est qu'on commence à sentir que le sol se dérobe sous ses pieds. On dit les gens commencent à douter, les jeunes générations ne sont plus aussi assidus que par le passé à l'Église. On rentre dans la société de consommation. Dans tous les pays européens, les sociétés s'urbanisent. Donc on quitte les vieilles paroisses, on va dans l'anonymat des villes. L'exode rural, etc. Ouais. Et donc, l'Église décide de modifier très profondément sa liturgie, plus de messe en latin, sa pratique, également certains éléments de la doxa, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'enfer. En fait, l'Église a essayé de rattraper... De s'adapter. Et de s'adapter, mais enfin, avec un échec. Hein. Alors, vous avez parlé de Don Camillo Pépone, on va prendre un parallèle qui est directement inspiré de ça. Pour moi, alors, vous savez, Vatican II, il y a deux écoles. La droite conservatrice catholique française dit tout a commencé avec Vatican II, on a tout bradé. On a tout bradé, absolument. Et puis les autres vous disent non, mais c'était déjà plié avant. Moi, je me situe entre les deux. Et vous parlez de Don Camillo Pépone, je ferai le parallèle avec la perestroïka de Gorbatchev. Gorbatchev, comme les hiérarques catholiques, au milieu des années 80, se dit notre système est en train de prendre l'eau de toutes parts, et si on ne relâche pas de la pression sur le barrage, tout va sauter. Adaptons-nous. Adaptons-nous. Mais ce faisant, vous accélérez encore le processus qui vous a fait prendre cette décision. Et donc moi, je pense que Vatican II, c'est ça. C'est-à-dire que les choses étaient en train de bouger, on a fait bouger les cadres. Quand on dit aux gens, c'est plus la peine de faire maigre le vendredi. Vous n'êtes pas obligé d'aller à confesse. On enlève toutes les règles et on dit c'est intéressant de voir les textes de l'époque qui vous disent nous on préfère qu'on ait moins de fidèles mais qui viennent parce qu'ils sont convaincus que plutôt de venir par obligation, etc. On a vu après le résultat. Là, pour les plus jeunes de vos auditeurs, on peut rappeler des choses. C'est que avant Vatican II, quand vous allez à la communion le dimanche, il faut être à jeun. Il ne faut pas avoir mangé, pris son petit déjeuner le dimanche matin. C'est fini, ça. Donc tout ça, on dit ça a l'air de rien, mais ça a contribué aussi à faire bouger ce que Guillaume Cuchet appelle un catholicisme populaire, c'est-à-dire avec des habitudes alimentaires, des rites, etc. etc. Et la modernisation de la société, l'autonomisation de l'individu, l'entrée dans la société de consommation ont fait que la vieille maison s'est vidée progressivement et on atteint aujourd'hui le seuil critique, parce que ça fait très longtemps en France qu'on parle de déchristianisation. On parlait tout à l'heure des Lumières, la laïcité, la loi de 1905, etc. Mais en début des années 60, il reste encore un socle, bien sûr. 35%. Et aujourd'hui, on est à 3-4% de gens qui vont à la messe. Alors justement, mais allons, ça, ok, Jérôme Fourquet, ce sont des édifications qu'on voit très très bien. Mais cette accélération énorme, c'est-à-dire de passer de 35% à 4%. Oui. C'est quand même énorme. Oui, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons? Qu'est-ce qui a fait que ça s'est délité aussi radicalement? Alors, prenez l'image du barrage tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une fissure qui s'ouvre de plus en plus, et à partir d'un seuil critique, tout l'édifice s'en va, en fait. C'est-à-dire que les choses s'amplifient et s'emballent. Début des années 80, les églises sont déjà en partie désertées le dimanche, mais il y a encore un mouvement, il y a encore un socle. Oui, et il y a des habitudes. Typiquement, celle du baptême. En 1980, la France est déjà massivement déchristianisée, mais on a encore 70% des nouveau-nés qui sont baptisés.
Et les parents sans doute ne vont déjà plus de manière assidue à l'église. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est à 30% de baptisés. De 70 à 30%. 70-30 à 30-70. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents qui faisaient encore baptiser leurs enfants, dans les années 80, eux-mêmes s'étaient déjà assez éloignés de l'église. Mais la génération qui a été à peine baptisée, quand à son tour, elle doit faire baptiser au nom les enfants. Et donc, vous voyez, les choses s'emballent et s'accélèrent. Donc, alors justement, c'est très intéressant parce qu'on voit, on a déjà parlé de les prénoms, on a parlé de la religion, des pratiques religieuses, et je voudrais justement, avant de passer à d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, et ce qu'on décrit, ce que vous décrivez, c'est tous les piliers de l'identité française telle qu'elle existe depuis des siècles se sont effondrés les uns après les autres. Alors, les causes, on verra, mais par exemple, c'est très intéressant. Après, on parlera de la spiritualité, ce qui est né aujourd'hui. Mais restons un peu les mariages, les divorces. Oui. Ça aussi, c'est quand même quelque chose... Il y avait quand même une espèce de continuité, et puis à un moment donné, là aussi, ça s'est effondré. Enfin. Alors, encore une fois, on voit l'augmentation des divorces dans les années 60-70, qui montent. On rappelle à l'époque que vous ne pouvez divorcer que pour faute. Oui. On ne peut pas divorcer par consentement mutuel, c'est vrai. C'est au tort de l'un ou de l'autre. Voilà, absolument. Donc c'était les grandes heures des détectives qui venaient voir si le lit était chaud, etc. Bon, voilà, un peu sordide. Et là encore, le législateur se dit, bon, on voit l'évolution de la société, le cadre légal n'est plus adapté, et en 1975, on vote la loi sur le divorce par consentement mutuel, qui répond à une demande. Bien sûr. Mais ce faisant, on entérine le processus et le facteur s'accélère. Donc on a les divorces, et puis vous avez également... les divorces, c'est quand on est marié. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vivent en union libre ou sous le règne du Pax. Et donc là, pour, encore une fois, faire toucher du doigt à l'auditeur la vitesse de la transformation, prenons l'exemple d'une institutrice, une jeune institutrice, qui aurait commencé sa carrière en 1980. Sa première classe est composée seulement pour 10% d'élèves dont les parents ne sont pas mariés. Statistiquement, il y avait 10%. 10%. En 80. 1980, c'est pas si vieux que ça. Elle part en retraite, elle a ses annuités, elle part en retraite en 2020 ou 2017. 2017, oui. Elle a 2/3 de sa dernière classe dont les parents ne sont pas mariés. Ils ne sont pas forcément divorcés, ils peuvent vivre. Ça, c'est les chiffres moyens, les chiffres généraux. Passer de 10% à 66% en 40 ans. Famille monoparentale, 11% des familles avec enfants étaient familles monoparentales à la fin des années 90, on est à 25% aujourd'hui. Ce phénomène des familles monoparentales, c'est un phénomène absolument central. On le voit en soubassement dans 2 crises majeures que le pays a connues ces dernières années, de nature très différente. La première crise, c'est la crise des Gilets jaunes, 2018. Les Gilets jaunes, après quelques semaines de mobilisation, se réunissent pour remplir les fameux cahiers de doléances. Oui. Et donc, quand on regarde ce qui sort comme revendication, sans surprise, en priorité, revendication numéro 1, l'abrogation de l'augmentation de la taxe sur le gasoil, ce qui les avait fait sortir de leur chaumière. Deuxième revendication, assurer le paiement des pensions alimentaires. Deuxième revendication. Voilà. Et on dit, quel est le lien avec la crise des Gilets jaunes ? Eh bien, le lien, c'est que sur ces ronds-points, beaucoup de femmes qui étaient là étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des mamans solo. C'était des femmes qui élevaient seules leurs enfants. Et 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées en France. Et donc, le gouvernement... Donc, famille monoparentale, avec tout ce que ça comporte. Avec difficulté de fin de vie. Et voilà. Et donc, le gouvernement s'est saisi de ça. Et c'était une des réponses à la crise des Gilets jaunes. Donc, on était très loin des carburants et des stations essence. C'est-à-dire, maintenant, c'est la caisse d'allocation familiale qui verse la pension. Et c'est plus à la maman de se retourner contre le père indélicat. C'est la CAF qui va régler ça avec les moyens... Ça, c'est les résultats des Gilets jaunes. Voilà. Ouais. Donc, première crise. Donc, on voit, c'est pas les familles monoparentales qui ont donné naissance à la crise des Gilets jaunes, mais elles étaient très présentes. Non, bien sûr. 5 ans plus tard, 2023, les émeutes, émeutes de banlieue.
Les refus d'obtempérer et autres. Voilà. Et Et quand M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, vient faire une conférence de presse en dressant le profil des émeutiers qui ont été interpellés. Alors, ce n'est pas tous les émeutiers, c'est ceux qui ont été interpellés. Eh bien, on apprend que 60% d'entre eux sont issus de familles monoparentales. Et donc, là encore, ce n'est pas la famille monoparentale qui a donné naissance aux émeutes. Mais vous voyez que sur deux crises majeures, on retombe. Et donc, c'est devenu un sujet de société très important. Oui, c'est-à-dire que cette explosion des familles monoparentales qui n'existait pas avant. C'était 10%, à peu près 10%. C'était très stable, 8 à 10%. Et ça se Et aujourd'hui, c'est combien? C'est 25% des familles avec enfants. 25%. C'est quand même le quart, c'est quand même ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et alors l'autre chose, enfin on va pas faire tout l'inventaire, mais quand même, il y a l'autre chose dans un autre domaine, c'est effectivement, c'est intéressant, c'est l'effritement, en tout cas, des divisions politiques telles qu'on les avait connues depuis des siècles. Je ne parle même pas de la droite et la gauche qui existent depuis la Révolution française, etc. Les grandes heures, hein, on pourrait la faute à Rousseau, la faute à Voltaire, le Front populaire, etc. Le Parti communiste qui est à 30% après la Libération, etc. Et puis aujourd'hui, on a l'impression, on voit les journaux comme l'Humanité ou Libération ou autres, on voit on a l'impression que tout ça est parti sans laisser d'adresse. Oui. Comment? Alors, on a parlé de Don Camillo Pepone. Donc c'est un grand film de sciences politiques, en fait, Don Camillo Pepone. Alors, c'est tourné en Italie, mais on avait les mêmes à la maison. Fernandel et Cervi, comment il s'appelle, Guido Cervi, à voir. Allez regarder, c'est dans toutes les... Vous le trouverez sur tous les 10 heures, mais c'est formidable. Et donc, la France du début des années 60... elle est encore sous le signe de la matrice Don Camillo Pepone. On l'a dit tout à l'heure, chez Don Camillo, 35% des Français allaient à la messe. De l'autre côté, chez Pepone, Jacques Duclos, en 69, fait 21% des voix à l'élection présidentielle, donc c'est entre 20 et 25%. C'est ça. Pas de risque de double compte, parce qu'en général, ceux qui avaient la carte n'allaient pas trop à la messe. Hein. Non, et donc, pas vraiment. Avec ces deux piliers-là, ces deux grandes familles ont rassemblé déjà 60% des Français. Donc c'était massif. Et on a parlé à l'époque d'une église rouge. Se faire virer du parti pour un communiste au début des années 60... Excommunication, terrible. C'est l'excommunication pour un catholique. Vous perdez vos amis, votre famille, vos repères. Le PC avait construit une contre-société à l'image de l'église. Les familles, tout cela. La vente du muguet, le journal, les colonies de vacances. La fête de l'humanité. Leur organisation de scouts. Bien sûr, les jumelages avec les villes de l'autre côté du rideau de fer. Le nom des rues dans les villes communistes. Le nom des stades, stade Gagarine, etc. etc. Et donc ça encadrait 20 à 25% de la population. Oui, ce qui est beaucoup. Aujourd'hui, si on applique la même matrice Don Camillo Pepone, alors, nous à l'IFOP, si les gens qui nous ont précédés au début des années 60, ils prenaient leur échantillon national représentatif de 1000 Français, et quand il fallait classer les gens, c'était assez facile. Si on prenait Don Camillo Pepone, il y avait 350 catholiques pratiquants, 250 communistes. Ça faisait 600 personnes, et comme on dit dans notre jargon, il restait 1000 moins 600, 400 individus à ventiler dans d'autres cases. Mais on avait les cases déjà préétablies. Et puis il y en avait deux grosses qui permettaient de voir clair. Aujourd'hui, si j'applique la grille de lecture Don Camillo Pepone, toujours sur mon échantillon de 1000, j'ai royalement 35 catholiques pratiquants et 25 communistes. Fabien Roussel a fait 2,5. Ça fait 60 sur 1000, quoi. 60 sur 1000. J'ai 940 individus à ventiler dans d'autres cases. Donc là, on a une illustration sondagière de l'archipélisation de la société française. Et là aussi, l'individu s'est autonomisé, et donc appartenir à l'Église rouge, etc. Il y a eu d'autres explications sociologiques. Les deux grandes composantes sociologiques du communisme en France étaient bien évidemment le monde ouvrier, la mine, les cheminots, les usines. Le prolétariat, ce qu'on appelait à l'époque le prolétariat. Voilà, ça existait, et donc les bassins miniers, la sidérurgie, donc tout ça a été laminé. Et les fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, ils sont toujours nombreux, mais ce qu'on oublie souvent, c'était aussi la petite paysannerie. Issue de la Révolution, une partie dans les endroits qui étaient déchristianisés, le centre de la Bretagne, regardez dans le Limousin, d'anciennes zones de maquis pendant la Résistance, et des gens qui étaient dans les luttes sociales. Il y a un syndicat communiste agricole, le MODEF,
les paysans, et donc ces deux grands bassins de recrutement, eh bien, se sont complètement taris parce que les mutations économiques ont fait qu'il reste plutôt des gros agriculteurs, que les petits agriculteurs aujourd'hui sont plutôt... Et la désindustrialisation de l'autre côté, l'ouvrier, la machine... L'ouvrier de la classe ouvrière... la chaîne, travail à la chaîne. Encadré par la CGT, vivant dans une mairie communiste, dont le maire est un ancien camarade qui travaillait avant lui dans la même usine, tout ça a disparu. On a complètement oublié, mais Billancourt ferme en mars 92, la grande usine de Renault Billancourt. En 68, c'est encore le prolétariat, les ouvriers, les grandes grèves et compagnie. Mais 92, il y a encore 4000 salariés. 4000 salariés début 92 sur l'île Seguin. Un peu plus de 30 ans. Là, aujourd'hui, un grand bâtiment que tout le monde connaît aujourd'hui en France, le Stade de France. Ouais. Le Stade de France, il a été construit sur ce qu'on appelle la plaine Saint-Denis, qui était le cœur de la banlieue rouge, et qui abritait de très nombreuses usines d'industrie lourde. Et jusque dans les années 60-70, la plaine Saint-Denis, c'est la deuxième concentration d'industrie lourde en Europe après la Ruhr. Ah oui, après la Ruhr, c'était la deuxième. Voilà. Et donc toute cette ceinture rouge autour de Paris, le terreau, c'était ces usines. Et donc une fois que tout ça s'est effondré, tout ça a changé, c'est d'autres populations, c'est une autre conscience de classe, c'est d'autres univers. Donc c'est quand même des changements très très forts. Oui, c'est très rapide. Ouais. Alors avec des accélérations, on parlait du paysage électoral, tout ça a été disrupté, comme on dit en Macronie aujourd'hui, avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et donc prenons non plus donc Ami au Pépone, mais un peu leurs avatars, si je puis dire, très pastels. Prenons les deux grands partis qui ont organisé la vie politique française des 50 dernières années, l'UMP puis les Républicains, et le PS. Ouais. Dernière élection présidentielle de l'Ancien Monde, c'est l'élection présidentielle de 2012, qui va voir François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Au premier tour, François Hollande fait 28,5% des voix, et Nicolas Sarkozy 27,5%. À eux deux, ils font 56%. En 2017, Benoît Hamon paye les pots cassés du quinquennat Hollande, fait 6%. Ouais, c'est ça. Et François Fillon, en dépit de ses affaires de costume, fait quand même 20%. Donc le total, ancien monde, comme on dirait en Macronie, on est à 26. Donc on passe de 56 à 26. En 2022, Anne Hidalgo a fait 1,7 et Valérie Pécresse 4,7. Donc on est à 6,5. Donc on est passé de 56 à 6,5 en 10 ans sur l'élection présidentielle, l'élection française par exemple. À laquelle participent encore 80% de Français. Donc il y a 50 points de pourcentage qui se sont dispersés dans la nature. Mais alors justement, au-delà de ça, alors vous parlez de désindustrialisation, fragmentation, effectivement, au-delà même de l'archipélisation, je dirais éparpillement façon puzzle, comme disait Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs. Mais, oui, mais Jean Fourquet, qu'est-ce qui fait, parce que allons au-delà, qu'est-ce qui fait que ces convictions qui étaient quand même chevillées au corps, la France politique, c'est des siècles, remontons pas aux bazarinades, remontons pas à la fronde, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu quand même qui a fait que cette espèce de conviction en un idéal politique, en un avenir politique, s'est effritée à ce point? Parce qu'il y a ça aussi, il n'y a pas que l'économie. Non, alors, c'est aussi le fait que la vision du monde, la vision de la société, qui était portée par ces partis traditionnels, n'était plus, aux yeux des Français, ou en tout cas de beaucoup d'entre eux, en adéquation avec le réel. Avec ce qu'ils vivaient. En gros, la gauche et la droite en France, contrairement à ce qu'on dit, là, le roi, pas le roi au début, là, c'est bon. Oui, le corps du roi et les deux corps du roi. En fait, au début, c'est la France catholique contre la France laïque. Et puis, au cours du 19e siècle, révolution industrielle, c'est capital-travail qui vient se superposer sur ce clivage historique. Et ça, cette grille de lecture, elle était valide en gros jusqu'au début des années 80. Et ensuite, avec la désindustrialisation, la globalisation, la question de l'immigration, la prise de conscience écologique, l'intégration européenne, les gens se sont dit, mais en fait, ces partis sont plus complètement en phase. Nous, on le voyait bien dans nos enquêtes de l'IFOP, comment, pour faire simple,
l'aile droite du Parti socialiste, les strauss-kahniens, et l'aile jupéiste de l'UMP sur l'Europe, sur la globalisation, sur les réformes, pensaient globalement pareil. Et avec le barycentre était François Bayrou. Voyez. Et c'est intéressant, François Bayrou avait eu cette intuition, mais de manière trop précoce. Donc il s'était lancé dans la course en 2007. Le centre. Dépassement ni droite, du clivage, ni gauche, déjà, mais l'UMP... C'était un macroniste avant l'heure, quoi. Voilà, mais d'ailleurs il l'a reconnu, puisqu'il s'est rallié. L'UMP a été capable de mettre sur orbite Nicolas Sarkozy, qui était un candidat novateur dans son style à l'époque. Le PS a répliqué avec Ségolène Royal. Et donc, le pauvre François Bayrou fait une belle campagne. Il fait un beau score, 18,5. Mais les vieux partis ont encore de beaux restes. Et sans doute que le processus de maturation n'est pas encore arrivé à son terme. Et 10 ans plus tard, Emmanuel Macron arrive et il se dit, là, c'est décomposé. Il faut placer les charges explosives sur les bons piliers et tout l'édifice va sauter. Vous vous souvenez, pendant la primaire de la droite, que tout le monde avait suivi en 2016, parce que normalement c'était le tour de la avec droite. Fillon et compagnie. Fillon, Sarkozy, Juppé. Juppé disait, il faudra bien un jour finir par couper les deux bouts de l'omelette. On laisse les radicaux de droite et de gauche, les extrêmes de droite et de gauche, et tous les gens, comme dirait Alain Minc, du cercle de la raison, ont vocation à travailler ensemble. C'est Emmanuel Macron qui a tenu le couteau et qui a découpé l'omelette. Mais c'était prêt, ça faisait... Vous voyez, c'était... On le voyait, nous, dans nos enquêtes. Il faut dire que les œufs étaient déjà cassés quand l'autre a découpé l'omelette. Voilà, oui, mais alors, je voudrais revenir à ça, justement. Je voudrais revenir avant pour aborder quand même cette question de l'immigration, qui n'est pas mince, qui a représenté dans votre archipel, qui représente une dimension formidable. Rappelons-nous quand même qu'en 81-82, qui disait il faut arrêter, stopper l'immigration officielle comme l'immigration clandestine, M. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. En même temps, d'ailleurs, quelques années après, rappelez-vous, le programme du RPR et de l'UMP, c'était stoppons l'immigration, l'islamisation, etc. Qu'est-ce qui a fait aussi, parce que je voudrais qu'on aborde ce problème, qu'est-ce qui a fait que, à gauche comme à droite, des deux côtés, justement, l'immigration, on disait « Ah non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça », et puis il y a eu Mitterrand, SOS Racisme, tout le reste, et là où on en est aujourd'hui. Alors, ce phénomène-là, dans cette identité française... Alors, ces voix-là, à gauche et à droite, étaient sans doute pas majoritaires. On peut décaler un peu le propos en disant pourquoi cette question s'est invitée à l'agenda, en fait. Oui, absolument. Alors, Jean-Marie Le Pen est mort il y a quelques jours maintenant. Et donc, moi j'ai travaillé là-dessus dans l'archipel, dans le livre L'Archipel français, en disant Le Pen a évolué idéologiquement, en tout cas en termes programmatiques, sur l'économie. Il était très réganien, après il est devenu plus interventionniste. Par contre. En revanche, sur la question de l'immigration, il n'a jamais bougé d'un iota. Tout à fait. Et son parti est créé en 1972. En 1974, je crois qu'il peut se présenter à l'élection présidentielle, mais il fait un score ridicule. En 81, il n'a même pas les signatures. Et la divine surprise, pour parler comme les Maurassiens... 2002. Non, c'est 83-84. 84, quand il y a les élections européennes, où il va, pour la première fois, atteindre 10% des voix et s'inscrire. Donc quelques mois avant, il y avait eu 83, une élection partielle à Dreux, où le RPR s'était allié avec le Front National de l'époque. Et puis il y en avait une aussi à Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, il y avait une grande usine automobile, Talbot, où beaucoup d'ouvriers étaient issus de l'immigration et vivaient à Aulnay. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, Le Pen, lui, il n'a jamais fait évoluer son discours sur l'immigration. Tout à fait. Son talent de tribun, de provocateur, il l'avait déjà dans les années 70, sauf que, encore une fois, le processus n'était pas arrivé à maturité pour qu'une part importante ou significative de la population commence à prêter l'oreille. C'est-à-dire qu'il parlait dans le désert. Et puis en 83-84, ce sujet commence à monter. 83, je parlais de l'usine d'Aulnay, c'est les grandes grèves dans l'automobile avec
une grosse visibilité accordée à ces grévistes qui sont issus de l'immigration. 83, c'est la marche des beurs. Tout à fait. Pour lutter contre le racisme qui était endémique dans la société française, avec des ratonnades, etc. Et donc, on donne à voir la réalité de l'immigration. Il était endémique, il y avait vraiment des ratonnades en 83. Bien sûr. Il y avait des ratonnades et des meurtres par balles. Notamment dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rappelez-vous aussi, il y a eu un fait divers qui a donné lieu à un film. C'était l'affaire du Bordeaux-Vintimille, un train de nuit, où des légionnaires en permission avaient balancé, de nuit un jeune maghrébin, etc. Donc, il y a ce contexte-là, et donc la société française commence à prendre conscience qu'il y a un problème. Qu'il y a un sujet lié à l'immigration. Et Le Pen, qui était inaudible pendant 10 ans, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, qui s'ouvre, et puis ensuite, le problème nous a jamais quittés depuis. Mais justement, il y avait aussi SOS Racisme qui se crée à ce c'était créé en réaction. Par Mitterrand, en réaction. Mais vous voyez, typiquement, vous parlez du Parti communiste ou du RPR qui avait commencé à parler de ce sujet-là, mais jusqu'à... Par les voix les plus autorités, c'était la hiérarchie qui parlait de ça. Mais ils se sont un peu rattrapés aux branches, si je puis dire, parce que c'était pas dans leur logiciel jusqu'à présent. Vous voyez, et donc là, racisme, antiracisme, commence à structurer le champ politique, et on voit comment les choses commencent à Mais alors justement, pour parler de ça par rapport à l'archipel, aujourd'hui, on est quand même, il faut le dire, des lignes de clivage très fortes, en tout cas, quel que soit, il ne s'agit pas de faire des jugements moraux, mais il y a une ligne de clivage encore plus forte qu'il y a 40 ans, beaucoup plus forte. On est dans une période très, très, très tendue là-dessus. Oui, comment vous l'expliquez c'est devenu central. La question de l'immigration s'accompagne aujourd'hui aussi de celle de l'islamisation ou de l'islamisme qui prospère dans certains quartiers. Encore une fois, pour montrer comment tout ça a bougé. Oui, les prénoms, parlons des prénoms. On va parler des prénoms après, mais sur un peu l'inversion des repères et de la polarité. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État, la guerre des deux écoles. Une très vieille histoire française. Et donc, c'est quoi cette histoire française? C'est comment la République et la gauche s'appuient sur l'État pour faire refluer l'influence de l'Église dans la société. Et en disant, là où ça se forge, c'est à l'école. Et donc, il faut... Donc, on a expulsé les congrégations, etc. Tout à fait. Et la France étant un vieux pays, les choses ont fini par s'atténuer. On a trouvé un modus vivendi. L'école privée a eu le droit de citer, etc., etc. Et puis, on revient à notre déclin du catholicisme. Au début des années 80, à la fin des années 80, la question scolaire et religieuse est réglée en France, faute de combattants, si je puis dire. Sauf qu'éclate le foulard de Creil à ce moment-là. On y vient. Et vous voyez que ces années sont très intéressantes. Si vous voulez, le dernier signe, les derniers feux de la guerre scolaire, c'est 1984, quand... L'école libre, François Mitterrand dit, on avait une proposition dans les 110 propositions, les fameuses, c'était de créer ce qu'on appelait, alors c'est toujours des acronymes improbables, qui s'appelait le SPULEN, c'était le service public unifié de l'éducation nationale, et on devait englober le secteur privé, l'école privée, dans l'éducation nationale. Hurlement de la France catholique et de la droite, et donc c'est les grandes manifs. 1,5 million de personnes dans la rue, il faut le rappeler. Et donc là, la gauche et François Mitterrand reculent, et l'école libre est sauvée. Mais donc c'est quelque part le dernier débat, et les derniers avatars, si vous voulez. Et donc la question de la laïcité, historiquement, ne se posait plus, puisque le sujet était réglé. Et puis on a 89, avec l'affaire, 5 ans plus tard, avec l'affaire des foulards de Creil, où là, de nouveau, on dépoussière les manuels et les codes en disant laïcité, parce qu'il n'y avait plus de sujet de gens qui se pointaient avec une grande croix. Et donc, vous voyez, donc aujourd'hui, inversion de polarité, quand on dit pourquoi c'est aussi tendu. Aujourd'hui, on marche complètement sur la tête pour un historien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la droite la plus radicale qui est la plus véhémente sur le respect de la laïcité. Et c'est la gauche
toute une partie de la gauche qui, historiquement, a enfanté la laïcité. Absolument, oui. Qui est gênée aux entournures, en disant pas une partie de la gauche, pas toute. Oui, oui. Non, et on voit comment. Partie, et donc, oui. on peut dater, là, c'est dans ces années 80, comment on est passé de l'ancien monde au nouveau monde. Mais parce qu'il y a eu une montée aussi de l'islamisme politique, bien sûr, effectivement. Bien sûr. Et puis, et avec aussi le poids des populations issues de l'immigration. Donc, on peut documenter ce qu'on fait dans nos livres, notamment en prenant l'indicateur, on y revient, sur les prénoms. Et donc, on peut regarder le... Alors oui, qu'en est-il des prénoms? Parce que vous donnez des chiffres extrêmement impressionnants là. Alors voilà, donc si on a dénombré avec mon collègue Sylvain Manternac, c'est surtout lui qui a beaucoup travaillé là-dessus, des milliers de prénoms qu'on peut qualifier d'arabo-musulmans. Alors qu'est-ce que ça veut dire un prénom arabo-musulman? Concrètement, comment on le définit? Eh bien, c'est un prénom qui se rattache soit à la religion musulmane, le nom du prophète, de ses fidèles. Ou Ali, ou les tribus, les grandes tribus, etc. Etc. Soit des prénoms qui sont originaires de régions du monde où l'islam est historiquement majoritaire. Le Maghreb, la Turquie, une partie de l'Afrique subsaharienne. Tout à fait. Quand on prend le corpus, donc c'est plusieurs milliers de prénoms différents, et quand on regarde la proportion de nouveau-nés qui reçoivent ces prénoms et son évolution dans le temps, en France, au début des années 60, c'est 1% des nouveau-nés à peine qui recevaient ce type de prénom. Aujourd'hui, on est à 21%. Oui, d'ailleurs, vous donnez 1945, c'était même 0,2%. Voilà. Et en 2021, 21,1%. Voilà, donc vous voyez la vitesse, parce que la démographie, c'est quand même un peu du diesel, c'est des grandes plaques tectoniques. Alors attention... exponentielle, oui. Cette histoire de prénom permet de mesurer, si vous voulez, un stock global de population, sachant que toute une partie des gens qui reçoivent ces prénoms, des enfants qui reçoivent ces prénoms, ou des parents qui les donnent, sont de nationalité française. Oui, bien sûr. Puisque ça fait 50 ou 60 ans parfois que ces familles sont en France. Sont là, mais c'est une espèce de marqueur culturel, et ces prénoms ne se parlent pas. Et donc on peut apprécier le poids démographique des populations issues sur plusieurs générations de ces immigrations, parce qu'elle est multiple. Il y a l'immigration turque, maghrébine, Afrique subsaharienne. Et donc on voit la transformation aussi, une autre métamorphose française démographique, avec au sein de l'archipel, pas une grande île qui ferait 21%, mais un chapelet d'îles, un petit archipel qui s'est arrimé à l'archipel. C'est un témoin absolument chimément pur de la démographie, enfin des variations démographiques, etc. Sachant que, chacun peut le constater empiriquement, autant des familles non issues de l'immigration peuvent s'approprier des prénoms anglo-saxons pour leurs enfants, des prénoms italiens, le mode des petits Enzo, etc. Autant ces prénoms arabo-musulmans restent dans leur écrasante majorité, et on avait fait l'analyse sur les garçons, et c'est très marqué sur les garçons, reste l'apanage de ces familles. On a très peu de Français non issus de l'immigration qui se disent un matin on va appeler notre fils Karim ou Mohamed. C'est une exception de chez exception. Absolument. Exactement. Alors non, mais c'est très intéressant de voir à quel point effectivement tout ça est intéressant, parce que l'entrecroisement, si vous voulez, des idéologies et des faits, et c'est ça qui est très très intéressant. Alors justement, je voudrais qu'on passe à autre chose. On a parlé de l'industrie, on a parlé de tout ça, on pourrait parler de l'agriculture et tout cela, mais je voudrais qu'on parle un peu de la culture. Car j'ai de la culture, non pas de la culture au sens très large du terme, et vous parlez beaucoup, alors justement, de cette influence américaine, qui date, de la Première Guerre, 14-18, c'est pas... les prémices, c'est ça. Voilà, les premiers, bon, avec tout ce qui s'est passé, on va pas en parler, le jazz, le rock'n'roll, et puis McDo et compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que cette influence américaine, elle est évidemment toujours prégnante, mais d'après ce que vous racontez, elle a changé. Enfin, ce n'est plus la même que dans les années 45, ou 60, 70, etc. Alors, c'est tout à fait la même. Alors, la société américaine a évolué également. Et donc, le soft power, comme on dit en bon français américain, s'est aussi transformé. Mais on peut regarder ça en termes de couches sédimentaires. C'est-à-dire qu'il y a eu différentes influences américaines qui ont touché différentes générations. Donc, vous avez parlé musicalement, le jazz, le rock, la techno, la pop, le rap, maintenant, etc. Et donc tout ça approprié. Tout ce qui nous vient d'Amérique, faut pas oublier. À tout point de vue. Et donc,
Un des canaux de diffusion, ça a été bien évidemment la culture. Donc soit Hollywood, les films, la série Dallas, bien sûr, en première partie de soirée sur la plus grande chaîne de télé française pendant des années, TF1. Ton univers impitoyable. Voilà. Les blockbusters, en bon français aussi américains. À partir de 1983, si vous faites le compte des films qui font 1 million d'entrées en salle dans l'année en France, les films américains des années 50, 60 jusqu'aux années 70, c'est à peu près 30% des films qui vont faire 1 million d'entrées dans l'année. Ah, et le reste est quand même majoritairement français, parce qu'il y a une industrie cinématographique française qui a été défendue, qui a été protégée. L'exception culturelle, etc. etc. Ouais. À partir du milieu des années 80, 83 exactement, une majorité de ces films à plus d'1 million d'entrées seront systématiquement américains. Il y a une exception l'année dernière, en 2024, avec plusieurs très grands films français qui ont marché. Qui ont fait que, exceptionnellement... Voilà. Mais donc tout ça façonne vos imaginaires. Donc à la fois la musique, l'image, un imaginaire c'est des images, mais également ce qu'on mange. McDonald's voit passer 2 millions de clients tous les jours dans ses 1600 restaurants, pour ajouter... 2 millions en France. Voilà, ça, quotidien. Le quotidien. 500 Burger King, 350 KFC, multipliés, etc. Paradoxe absolu, dans les brasseries de tradition française, aujourd'hui le burger... trône à la carte. Il y a la section burger dans le menu. Voilà. Oui. Donc on voit comment ça s'est imprégné très fortement. Et alors, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'en fait, ce modèle américain, cet imaginaire américain, a été capable de proposer des déclinaisons adaptées pour chacune des îles de l'archipel. Tout à fait. On va aller très vite et caricaturer, mais on va se dire, prenons... une logique géographique, donc on est dans le centre des très grandes métropoles françaises, Paris, Lyon, dans l'univers des fameux bobos. L'imaginaire américain de ces milieux-là, c'est le Starbucks Coffee, la Startup Nation, et c'est la côte ouest américaine, c'est la Californie, etc. Silicon Valley, Californie, etc. On va un peu plus loin, on est en banlieue. Il y a un autre imaginaire américain, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rap, les ghettos, etc. On va un peu plus loin chez la France des ronds-points et des gilets jaunes. Là, on a les clips de Johnny Hallyday sur la Route 66. On a le Buffalo Grill et on a les clubs de dance country. Voilà. Ça, c'est étonnant. Non, parce que vous donnez un truc, c'est quoi 8%. 8% des Français ont déjà pratiqué la country. Ça, c'est complètement étonnant. Mais vous voyez que... Alors, ceux qui sont adeptes du Starbucks Coffee se gaussent en regardant la country, en disant c'est quand même des... Qu'est-ce que c'est plouc qui singent les cow-boys, mais vous singez les Californiens. Et alors, cerise sur le gâteau, l'île de l'archipel qui, sur le papier, historiquement se veut la plus anti-américaine, la gauche radicale française, aujourd'hui, une bonne partie de son logiciel idéologique vient des campus américains. Eh oui, c'est le wokisme, la cancel culture, le woke, les LGBT, Black Lives Matter, etc. Ah ouais, c'est fabuleux, ça. Et donc, vous avez... Johnny Butler is my queen, voilà. etc. Alors, regardez ce que ça produit comme effet dans la vie politique française. Sous Nicolas Sarkozy, l'UMP a été rebaptisé les Républicains. Donc, Republicans. Bien sûr. Aux États-Unis, il y a des primaires. Mais pourquoi il y a des primaires ? Parce qu'il y a un scrutin présidentiel à un tour. Bien sûr. Et donc, il faut des primaires. Et nous, on a sagé en faisant les primaires. Nous, on avait 2 tours. Donc, on avait déjà le premier tour qui servait de primaire, mais on a ajouté les primaires. Et alors, quand en 2022, de mémoire, 2023 ou 2022, il y a le fameux arrêt Roe versus Wade qui est cassé par la Cour aux États-Unis, qui donc c'était un parapluie fédéral qui permettait l'accès de toutes les femmes américaines à l'IVG. Tout à fait. Et donc cet arrêt est cassé, et donc ça redescend au niveau de chaque État. Les États, oui. Parce qu'on a dit que c'était interdit, c'est pas vrai. Non. C'est que chaque État peut va légiférer. américain. Mais donc, si vous êtes dans un État qui ne penche pas de bon. Alors, gros débat aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en France ? Immédiatement, proposition de loi à l'Assemblée nationale votée quasiment à l'unanimité pour constitutionnaliser
Dans la Constitution française, le droit à l'IVG... Le droit à l'avortement, à l'IVG inscrit dans la Constitution. Oui. Alors que le droit à l'IVG était autorisé depuis 1975, donc ça faisait quasiment 50 ans, 2 générations. Bien sûr, il y a encore des sujets, mais on pratique aujourd'hui beaucoup l'IVG médicamenteuse. Et on regarde les chiffres, à la fois les chiffres des sondages. 80% des Français sont favorables à l'IVG. Et oui, il n'y avait pas matière à faire. Et vous n'avez aucun courant politique ou religieux en France puissant qui fait une croisade pour remettre en cause l'accès à l'IVG. Et vous regardez d'autres chiffres qui sont le nombre d'IVG pratiqués en France. On n'a jamais pratiqué autant d'IVG que ces dernières années. Et le ratio nombre d'IVG sur nombre de naissances n'a jamais été aussi resserré. Et notre crise démographique n'a jamais été aussi grande, c'est encore autre chose. Oui. Mais on a réagi, notre classe politique a réagi instinctivement... À l'américaine. Enfin, non, comme si on était le 51e État américain. C'est ça. Donc c'est même parfois inconscient. On peut se poser d'ailleurs la question. Enfin, Trump n'a pas encore demandé que la France soit rattachée aux États-Unis d'Amérique. Il l'a fait pour le Canada ou la Groenland. Le Groenland, on verra pour le reste. Non, c'est très intéressant du point de vue de la culture, effectivement. Et comme vous dites, c'est-à-dire que même ceux qui vitupèrent l'Amérique et que ne sont pas une colonie américaine, etc. ont tout un fond de sauce. Voilà. Et aujourd'hui américanisé. C'est attraction, répulsion, donc fascination. Mais sans s'en rendre compte. Oui, sans s'en rendre compte, et c'est assez passionnant. Autre figure de l'archipel, Jérôme Fourquet, alors je crois qu'il faut en parler, évidemment, insécurité, violence et compagnie. Pas seulement sur l'immigration, mais par exemple, vous parlez de la drogue. La drogue a quand même explosé. Les points de deal ont explosé, le nombre de morts en règlement de compte. La cocaïne, vous donnez un nombre quand même, c'est intéressant. Le nombre de consommateurs de cocaïne en France a doublé de 2021. 2021, 600 000 à 2023, 1,1 million. En 2 ans... En 2 ans, on est passé de 600 000 à presque le double. C'est quand même énorme. Ça va Alors, il y a des choses, des indicateurs là aussi qui sont très parlants. Il y a quelques semaines, les autorités françaises ont indiqué qu'elles avaient saisi 2 tonnes de cocaïne dans le port du Havre. Et donc le port du Havre aujourd'hui est la réplique en modèle un peu réduit de ce qui se passe à Amsterdam. Ou à Anvers, où la coke arrive par container. Donc on rappelle au public que normalement la coke se consomme au gramme, et donc là on est en tonnes. Donc si ça rentre gramme coûte déjà très cher. Voilà. Alors, comme ça rentre en tonnes, c'est moins cher. Maintenant, d'où la démocratisation. Mais si on fait rentrer par tonne, par construction, ça vous dit le volume de consommateurs qu'il y a derrière. Et donc on voit cette consommation qui s'est très fortement développée, à la fois de la cocaïne, à la fois du cannabis, et on a des pouvoirs publics qui aujourd'hui se réveillent. On entend beaucoup plus parler de tout ça, mais parce que... Alors que c'est pas nouveau, non, mais alors encore une fois, toujours pareil, c'est des dynamiques et des processus. L'ampleur du phénomène est telle que les sommes récupérées par les organisations criminelles sont aujourd'hui colossales et qu'elles leur permettent de tenir des quartiers entiers, mais de blanchir dans l'économie réelle, immobilier ou autres... Restauration et autres, magasins et compagnie. Mais également, aujourd'hui, de commencer à menacer ou de corrompre des agents de la pénitentiaire, des personnels de tribunaux de justice, des avocats ou des juges, policiers, des élus locaux. Des élus locaux, et donc là, en gros, l'État a fermé grosso modo les yeux tant que les trafiquants se tuaient entre eux. Mais à partir du moment où le monopole du contrôle du territoire sur certains quartiers est dénié à l'État par ces organisations. Oui, mais Jérôme Fourquet, ça fait 20 ans qu'on a écrit, et pas seulement pour le communautarisme, plus de 20 ans, les territoires perdus de la République. Oui. C'est pas hier, c'est il y a 20 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ? Dans les territoires qui étaient déjà auscultés à l'époque, la situation a empiré. Et 2, on l'a vu au moment des émeutes de 2023, le nombre de quartiers concernés a été multiplié avec des situations qui aujourd'hui concernent
quasi-totalité des villes françaises. C'est-à-dire que la moindre ville moyenne française, la moindre sous-préfecture, va avoir son quartier plus ou moins sensible. Ses points de deal, c'est vrai. Son point de deal, ses tensions avec les forces de l'ordre, etc. Les émeutes de 2023, c'est 550 communes qui sont touchées en France. Et vous voyez, territoire perdu de la République, 2002, je crois. Oui, 2002, les règlements de compte par balle, à l'époque, c'est l'apanage des quartiers nord de Marseille et du 93. Oui, un peu du Nord. Enfin, un peu pas du grand-chose, oui. Aujourd'hui, Besançon, Rennes, Nantes Toulouse, des villes moyennes. Et donc, vous dépouillez la presse quotidienne régionale et vous avez ce type d'événement. La France orange mécanique. Voilà. Et donc, on voit comment les choses Donc, les prémices, le processus était déjà bien engagé en 2000, mais 20 ans plus tard, tout ça se déploie, se reconfigure et prend des proportions énormes. Et puis, comme disait un certain ministre de la Justice, il disait c'est un sentiment d'insécurité. Non, c'est la sécurité. C'est pas seulement un ressenti. Non, là, vous avez, quand on regarde le nombre d'homicides, quand vous regardez le nombre de policiers ou gendarmes agressés ou blessés en mission, on est sur... Nombre de pompiers agressés et caillassés quand ils vont secourir des quartiers entiers. Oui. Et donc, vous avez comme ça, donc il y a... Sur ces processus, en fait, il y a deux phénomènes. D'une part, dans le couloir initial, si je puis dire, la situation s'aggrave et on franchit des seuils. C'est-à-dire que vous passez du jet de cocktail Molotov et de pierre à des guet-apens avec armes, etc. Et puis, le deuxième phénomène, c'est comment tout ça se propage territorialement sur d'autres catégories de population. Donc, 2002-2023, c'était les forces de l'ordre. Tout début des pompiers qui étaient agressés. Oui, absolument. Maintenant, on a le personnel soignant, etc., etc. Vous avez les gens d'EDF ou autres, quand il faut aller faire des interventions, qui disent nous, on ne peut pas aller dans tel endroit. Donc, on passe des seuils comme ça. Et donc, au bout d'un moment, ça devient difficilement tenable. Et puis c'est là où se posent les questions d'autorité. Que fait non seulement la police, que fait le gouvernement, etc. C'est la justice derrière. Et alors, justement, je voudrais arriver, parce qu'on pourrait parler justement de ce changement civilisationnel énorme, mais aujourd'hui, quand même, on sent, et au-delà, je ne vais pas parler de la politique au sens politicien du terme, Jérôme Fourquet, mais on sent, il y a deux choses quand même très fortes, et vous en parlez aussi, c'est la méfiance totale des Français, non seulement envers la classe politique, mais envers la classe médiatique. Il faut quand même le dire par rapport... On parle beaucoup des fact-checkers, des fake news aujourd'hui, mais enfin, c'est pas nouveau les fake news. Et depuis que la presse existe et on passe Renaudot, il y a toujours des fake news dans la presse. Alors il ne faut pas se raconter des histoires. Mais bon, l'explosion des réseaux sociaux, mais surtout cette espèce de méfiance, cette espèce de se dire, au fond, on est rendu à nous, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite. Est-ce que ce sentiment-là de perte de repères, de perte de territoire, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti comme étant en croissance ? Alors, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure explique en partie ce ressenti. C'est-à-dire que les transformations sont telles que beaucoup de gens ont le sentiment de ne plus reconnaître forcément... où ils sont. Enfin, oui, ils habitent, Et vous savez, quand des gens assistent à certains événements, soit physiquement, ils sont présents sur place, soit quand ils les voient à la télé ou sur les réseaux sociaux, il y a une réplique qui fuse ou une remarque qui fuse tout le temps. C'est une question qui dit « mais on est où là ?» C'est le « mais on est où là ?» On marche sur la tête, on est où vit. Voilà. Et donc, je dis, le sens commun, les règles, parce qu'un pays, c'est pas que des règles, c'est pas que des lois, c'est des règles non écrites. Bien sûr. Des codes. La décence commune, comme disait Orwell. Voilà. Et les gens disent, en fait, on n'a plus forcément tous les mêmes codes et les mêmes référentiels, et ça peut... Et les mêmes valeurs, en fait. Et ça peut ou les mêmes façons de réagir ou de se comporter, et ça peut déstabiliser... Voilà. Alors, pour pas quand même assombrir trop le propos, on se dit, voilà, c'est une société qui s'archipélise, qui se fragmente, mais moi j'ai utilisé l'image de l'archipel, j'ai pas utilisé l'image du Liban, où toutes les communautés se font la guerre les unes aux autres. Dans un archipel, pas toujours, mais en général, on parle la même langue. On commerce et on échange d'une île à une autre. Il y a des navettes de bateaux, il y a des ponts, et il y a des forces de rappel. Il y a une certaine cohérence dans l'archipel. Et
si on prend deux moments très, très spécifiques de notre histoire récente, on voit comment le corps social a été capable de réagir globalement à l'unisson. Par exemple. Et de manière homogène. Alors, soit dans les moments de joie, c'est l'été dernier, les JO. Où tout le monde n'était pas JO, mais les audiences étaient records, les stands étaient pleins, les stades étaient pleins, etc. Ouais. etc. Mais est-ce que c'est pas, pardon de vous dire, je ne veux pas jouer les... Est-ce que c'était pas un peu le village Potemkin, rappelez-vous? En partie. Alors, il y avait quand même ça. Il y a eu la polémique sur la cérémonie d'ouverture, Oui. mais au-delà de ça, bon, les gens étaient devant leur télé, c'est très bien. Mais est-ce que ça ne cachait pas une réalité qui était là quand même? Oui, non, bien sûr. Mais alors c'est une parenthèse peut-être enchantée, mais un moment de respiration et de bonheur collectif. D'accord. Et on a été heureux de partager le bon moment ensemble. Et ça a fait du bien au pays qui en avait besoin aussi, après période électorale troublée. Et puis 10 ans plus tôt, ambiance totalement différente. On vient de commémorer Charlie. Et là, de manière spontanée, des millions de citoyens qui descendent dans la rue. Et donc vous voyez que le corps social, quand il est... Alors je vais quand même peut-être jouer les esprits grincheux, mais les deux exemples que vous donnez me paraissent plutôt une parenthèse enchantée qu'autre chose, parce que vous avez vu que cette fois-ci, il n'y a pas eu de grand défilé sur Charlie. Il y a eu sur Charlie, il y a eu quelques commémorations. On n'est pas dans le... Mais est-ce que justement, je voudrais un peu finir là-dessus, mais qu'on aille assez loin. Cet archipel, que vous avez décrit effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, comment faire, justement, pour qu'il ne se fragmente pas en îlots, et qu'il ne devienne pas non plus un archipel, mais une espèce de lagon, comme ça, envahi, etc. Et c'est une question que je vous pose, je ne veux pas... Alors moi, je ne suis pas politique, mais je pense que il faut essayer de conforter les forces de rappel et les ferments d'unité. En France, la nation s'est construite autour de l'État, et donc nos services publics, l'école, l'hôpital, on parlait des forces de l'ordre tout à l'heure, très important. Le régalien au vrai sens du terme. Exactement. Les élus locaux, alors on parle du millefeuille administratif et territorial. Un peu trop abondant. Oui, mais on a 500 000 élus locaux en France, donc on a 50 millions d'électeurs. Et donc c'est mieux qu'au loto, il y a sur 100 électeurs, il y a un élu quand même, c'est pas mal. Oui, pas mal. Alors beaucoup coûtent pas trop cher, c'est des simples conseillers municipaux dans les petites communes, mais ceux qui se lèvent la nuit quand un arbre est tombé, avec leur tronçonneuse pour aller débloquer la route, c'est ceux qui assistent des familles endeuillées, c'est ceux qui aident à faire les papiers dans des situations parfois compliquées. Donc les services publics, ces élus, le maillage associatif, tout ça donne... Et tout ça, pour vous, est encore solide? Il y a de beaux restes. Alors, ça se délite un petit peu. Il y a des crises de vocation. On parlait de nos prêtres, des prêtres catholiques tout à l'heure. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu des prêtres laïcs, là, ces élus locaux, etc. Même chez les politiques, on peut se poser la question. Et vous voyez aussi les crises de vocation dans la fonction publique. Mais donc, il faut conforter tout ça. Et essayer de faire en sorte que le sentiment d'appartenance commune perdure. On reprend la fameuse formule 1000 fois reprise de Ronan sur le plébiscite de toute la nation. Qu'est-ce que la nation? C'est un plébiscite. Alors, il y a une longue définition, mais c'est le plébiscite de tous les jours. Et le sentiment qu'on fait partie, qu'on a des intérêts communs, qu'on a des choses à partager, qu'on a une histoire commune. Donc il y a tout ce qui porte sur l'enseignement de notre histoire commune. Civilisation de valeur. Mais justement, Jérôme Fourquet, si aujourd'hui, vous ne appelez pas Jérôme Fourquet, mais Fernand Braudel, en 2024, comment vous diriez, si on avait un objectif, il ne s'agit pas de dire que tout est foutu, loin de là, et que tout est rose, loin de là non plus, je sais que vous le ferez, mais si on avait redéfinir aujourd'hui, est-ce qu'il existe une identité française? Et si on avait à la redéfinir, aujourd'hui, on est en 2025, ce serait sur quel socle pluriel? C'est compliqué. Braudel avait disserté longuement sur plusieurs volumes. Et puis, quand ces livres sortent, on est à la fin des années 70, début des années 80. Et dans le cadre de la rédaction de ce travail, je lisais et relisais des Braudel. Et donc, les derniers textes de Braudel, c'est le milieu des années 80. Et donc,
pas de bol, c'est au moment où les choses ont bougé comme jamais, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, reprendre alors sans doute... Peut-être reprendre le flambeau, oui. Il faut avoir le niveau. Hein. Immense respect à Braudel, mais qui écrit quand même sur une France contemporaine, au moment où il écrit, qui s'inscrit encore dans ce... Alors, il y a bien évidemment, moi je ne suis pas historien, il y a des éléments de continuité évidents, il y a plein de choses qui perdurent, mais moi encore une fois, je suis saisi par la profondeur de ces transformations. Peut-être, pour donner un dernier exemple de la vitesse de ces transformations, on peut parler des rites funéraires, par exemple. La crémation a été bannie par l'Église pendant bannie complètement. Oui, elle était totalement interdite, puisque la résurrection, il fallait que le corps soit à peu près en état. Et puis, en même temps, enterrer les morts, on les enterre au cimetière qui était au pied de l'église. Et on avait ramené les cimetières dans les villages pour accroître encore le contrôle et le monopole spirituel de l'église sur les populations. Avant même l'église, la crémation en Occident était très peu pratiquée. Hein. Bon. L'Église, après Vatican II, on a parlé de Vatican II, en 1965 ou 63, autorise la crémation. Sauf que dans le logiciel des Français et des familles, c'est impensable au sens premier du terme, c'est-à-dire que ça ne vous vient même pas à l'esprit. Donc à Mio-Pépone, il y avait une seule option, c'était messe ou pas messe. Mais tout le monde finissait dans le trou. Voilà. Donc en 1980, 15 ans après le sauf-conduit de l'Église, on n'a encore que 0,9% des obsèques qui donnent lieu à une crémation en France. En 1980. Et aujourd'hui, on a 43%. Donc, 40 ans. Donc, et alors là, vous parliez de Braudel tout à l'heure, si on convoque une immense figure aussi des sciences sociales françaises, Lévi-Strauss, il explique bien comment les rites funéraires disent beaucoup d'une société. Et donc là, des choses qui... Alors, vous voyez, c'est des millénaires de stabilité, et en 40 ans, ça a bougé comme jamais. Alors, deux explications, le déclin de la matrice catholique, on en a abondamment parlé, mais aussi ce que moi j'appelle le grand déménagement, c'est-à-dire comment la population française s'est arrachée de son terroir natal. Bien sûr. Et donc, pour votre mariage, pour vos études, pour votre travail, pour votre retraite, vous êtes parti très loin de là où vous êtes né. Et puis quand arrivent les derniers jours, on se dit, bon alors est-ce qu'on va aller se faire enterrer à 500 km dans le caveau familial, où je n'ai plus séjourné ou est-ce que je me fais enterrer ici? Mais si je me fais enterrer ici, mes propres enfants, eux-mêmes n'habitent pas là. Et donc, est-ce que le plus simple, c'est pas tout à fait la crémation? Non, mais le chiffre que vous donnez est impressionnant, 0,2 à 40. 43%, donc 43%. Au rythme où ça se déplace, ce sera majoritaire dans quelques années. Mais vous voyez, ça veut dire que potentiellement, les cimetières changent de nature. C'est des columbariums où on aura les petites urnes. Et dans une région qui est très marquée en termes d'accueil par ce grand déménagement, la région de la Côte d'Azur, où beaucoup de gens non originaires de Côte d'Azur viennent passer leur vie et leur retraite. Aujourd'hui, les crémations, c'est 70% des obsèques à Nice. 70%. 70%. Vous voyez? Donc là, on revient à Braudel. Dans une ville comme Nice, des choses qui n'avaient jamais bougé. Donc là, qu'est-ce que c'est que l'identité française quand ce substrat anthropologique a bougé comme il n'a jamais bougé? Non, mais ce qui est intéressant dans toutes ces conversations, c'est qu'effectivement, vous montrez très bien, je crois qu'on a fait un inventaire qui n'est pas complet, il faudrait des heures, mais que les fondations d'elles-mêmes ont bougé. Et c'est pour ça que je crois qu'il est extrêmement important, je ne dis pas que c'est facile à faire et loin de là, qu'il faut vraiment redéfinir, reformuler cette identité. Parce que les gens la demandent, on voit très bien. On ne peut pas faire une civilisation de zombies, vous savez, c'est anywhere and somewhere. Les hommes des arbres et les hommes des pirogues. Ben, les hommes sont quand même racinés, ils ont envie, sans faire du nationalisme, c'est pas le problème, mais ils ont envie d'avoir des repères, quoi, et des fondements, comme on dit, quoi. Voilà. Et on comprend la perplexité de toute une partie de la population face à la vitesse et la profondeur de ces transformations. Et c'est pour ça, je vais vous dire, si vous avez envie de travailler là-dessus, lisez les livres de Jean Fourquet. Parce que, au moins, je ne sais pas si ça vous rendra moins perplexe, mais ça vous rendra beaucoup plus lucide. Parce que rien ne peut se faire sans qu'il y ait la connaissance des faits, je crois. Merci. Merci à vous.